Le long des côtes franco-britanniques, de chaque côté de la Manche, les vestiges de la guerre sont encore visibles. Ils sont les témoins d'un des duels les plus terrifiants de l'histoire. Dès juin 1940, Hitler et Churchill s'affrontent dans une bataille féroce pendant près de 4 ans. Pour l'un comme pour l'autre, le contrôle du détroit de la Manche est un enjeu stratégique. Entre Boulogne et Calais, on est vraiment sur le point de fortification le plus important et là où les efforts ont été les plus massifs. L'objectif des nazis est clair, anéantir le port de Douvres en Angleterre et stopper le trafic maritime. Pour les Anglais, il s'agit d'empêcher la progression du Troisième Reich en bloquant l'entrée du Channel au nord et l'activité du port de Calais. Ils vont rivaliser d'imagination pour tenir leur position. Il faut défendre ses arrières pour peut-être encore tenir 1 an de plus. Des chantiers de fortification immenses sont lancés des 2 côtés de la Manche. Ils sont pharaoniques dans le camp nazi. En l'espace de 2 ans, des tonnes d'acier et de béton vont être coulées. Des légions d'ouvriers et de travailleurs forcés vont construire 14 canons géants et 4 batteries. Un arsenal inédit dans l'histoire de la guerre. L'Angleterre installe elle aussi ses batteries. Sa puissance de feu sera plus modeste, mais suffisamment efficace pour inquiéter les Allemands. Hitler était toujours pour l'artillerie un fan des grands calibres. C'est pour cela qu'il a toujours cherché encore d'aller encore plus loin, de chercher les extrêmes, le fantasme d'un rêve. Pourquoi et comment ces immenses bunkers circulaires ont-ils été construits? Quel a été le rôle exact de ces batteries dans la guerre? Comment les Britanniques se sont-ils défendus face à un déploiement militaire aussi monumental? Dans les ruines des combats de chaque côté de la Manche s'ouvre une page fascinante de la Seconde Guerre mondiale. « 10 mai 1940. Les Panzerdivisions et l'artillerie nazie attaquent la France. L'invasion d'Hitler est appuyée par des bombardements de l'aviation. Au bout de 6 semaines, les forces alliées françaises et britanniques doivent se retrancher. Une partie des armées se retrouve enfermée dans la poche de Dunkerque. La stratégie de la guerre éclair qu'Hitler impose à son état-major est redoutable d'efficacité. La percée des divisions panzer nazies est foudroyante. Mais le front de l'Ouest n'est pas encore totalement stabilisé. Au quartier général du Führer, le doute s'installe. Et si les Alliés contre-attaquent par le nord et par le sud, l'avancée allemande serait prise en tenaille et l'encerclement des troupes alliées vers la Manche serait anéanti. Quand vous regardez une carte, et ça fait peur à Hitler, certes, les Français et les Britanniques sont en train d'être encerclés en Belgique, mais l'encerclement n'est pas encore complet. Il y a pas mal de troupes de réserve, en principe, au sud française, et donc cette mince ligne de Guderian et Rommel, la course vers la mer et le coup de faux, c'est une ligne qui peut être complètement tronçonnée par des forces venant du nord, les forces franco-britanniques, et les forces françaises du sud. Lorsque Hitler arrive dans le grand quartier de son état-major, il s'aperçoit qu'il n'a pas été informé de ses décisions, et c'est pour cela qu'il arrête toutes les opérations et il demande à rétablir la situation, parce qu'il veut insister auprès de ses propres officiers que c'est lui qui commande. Et c'est pour cela que les Britanniques ont suffisamment de temps pour se replier vers Dunkerque et à ce moment-là préparer une défense de Dunkerque qui est infranchissable pour les Allemands. Pendant 9 jours, les 400 000 hommes de l'armée française et du corps expéditionnaire britannique sont enfermés dans la poche de Dunkerque. Quelques divisions françaises résistent héroïquement. Ce temps précieux va permettre à Winston Churchill de mettre en œuvre l'opération Dynamo. 340 000 soldats français et britanniques sont évacués et sauvés grâce à une flotte de 850 bateaux rassemblés à la hâte. La prouesse technique de récupérer donc tous ces Français et tous ces Britanniques à Dunkerque, ça a donné, je dirais, du punch à l'esprit britannique. Et c'est vrai que les Britanniques, lorsqu'ils parlent de Dunkerque, ils parlent de l'esprit de Dunkerque, le spirit of Dunkirk. C'est-à-dire l'idée, on rapatrie, pourquoi? Pour résister et pour gagner la guerre. De l'autre côté du détroit du Pas-de-Calais,
le port militaire de Douvres, encadré de hautes falaises blanches. C'est là que la majorité des soldats rescapés est accueillie. Malgré le succès de l'opération, tous les équipements lourds, canons, véhicules ont dû être abandonnés. Cette évacuation de Dunkerque est une leçon pour le gouvernement britannique. Il faut rapidement renforcer l'artillerie marine sur les côtes. Dès août 1940, Churchill fait construire sur tout le littoral du Kent des batteries de longue portée. Elles peuvent atteindre les côtes françaises occupées par les Allemands. La situation en 1940, après la défaite de la France, est catastrophique pour les Britanniques. Et dans la perspective d'Hitler, c'est clair, à ce moment-là, il peut faire un dernier geste envers Londres, ça veut dire sous forme d'un discours qu'il prononce publiquement à Berlin et fait une offre de paix. Et il y a un refus catégorique de la part des Britanniques. Churchill, c'est vraiment lui qui est décidé d'aller jusqu'au bout. Quel genre de peuple pense-t-il que nous sommes? Est-il possible qu'ils ne voient pas que nous ne cesserons jamais de persévérer contre eux jusqu'à ce qu'ils aient reçu une leçon que nous et le monde n'oublierons pas? L'Angleterre ne plie pas. Les nazis réalisent qu'elle est même une menace sérieuse. Après avoir envahi 9 pays en 9 mois, Hitler décide de renforcer la façade maritime pour se prémunir de toute invasion. Le face-à-face entre les deux ennemis, plus déterminés que jamais, va commencer. La protection des côtes de la Manche doit être aussi impénétrable qu'offensive. Hitler lance un chantier titanesque pour verrouiller cette zone stratégique. Il commande l'installation de 4 batteries d'artillerie géantes aux portes du détroit de la Manche. Postées face aux falaises britanniques, elles auront une portée de tir capable d'atteindre les côtes du Kent, situées à plus de 30 km, pour répondre à tout bombardement anglais. Ces batteries serviront aussi à la surveillance et au contrôle maritime du détroit. En juin 1940, effectivement, la Wehrmacht est triomphante. Il arrive sur le Griné à peine la fin du mois de mai. Mais finalement, c'est la Kriegsmarine qui va la première décider de mettre des défenses le long de la côte. Ils raisonnent en marin, c'est-à-dire qu'ils veulent contrôler le détroit. Quelques jours avant même la signature de l'armistice avec la France, la Kriegsmarine sait déjà où elle va implanter ses batteries. Entre Calais et Boulogne, Lindemann, Grosser-Kurfürst, Todt, Friedrich August, 4 énormes batteries sont déployées sur la côte. Ce chantier colossal est confié à Fritz Todt. Cet ingénieur est très apprécié du Führer, qui le considère comme le meilleur du Troisième Reich. Fritz Todt est à la tête d'une organisation nazie de construction. Il pilote tous les grands chantiers du Reich. En 1940, il est aussi le ministre de l'Armement. Pour que ces batteries soient opérationnelles le plus vite possible, l'organisation Todt fait appel à des dizaines de milliers d'hommes, travailleurs forcés ou militaires. Pendant 2 ans, ils vont couler plus de 190 000 mètres cubes de béton armé et utiliser 120 000 tonnes de ferraille afin de réaliser les casemates des tours des batteries. La région devient un gigantesque chantier. Parmi les 4 batteries géantes, Todt, l'une des plus importantes de la côte. Installée sur un plateau de 70 mètres d'altitude, elle pouvait facilement atteindre l'Angleterre. La construction d'une batterie nécessite plusieurs étapes. Elle commence par le coulage en béton armé des fondations. Au premier étage, un rail en acier permettra de véhiculer les obus. Au cœur du hall, une tourelle de 400 tonnes équipée d'un canon de 380 mm. Les ouvriers doivent utiliser une grue géante pour installer sur son socle le canon, avec son tube de 105 tonnes et son affût. Assemblés dans les usines Krupp de la Ruhr, ces canons sont les plus gros calibres utilisés par la marine. Ils sont identiques à ceux mis en service sur le cuirassé Bismarck. Le 8 octobre 1940, soit à peine 3 mois après le début des travaux, les premiers essais de la batterie Todt débutent. Mais les 4 batteries sont encore loin d'être achevées. L'organisation Todt doit mettre en œuvre en tout 14 canons, dont la puissance de feu sera bientôt équivalente à celle de 2 cuirassés lourds.
Une fois les pièces d'artillerie installées, l'édifice n'est pas terminé. Une armature de poutres d'acier est positionnée pour supporter un plafond de 3,50 m d'épaisseur. Cette impressionnante casemate, sorte de cathédrale de béton armé, protégera les ouvrages des attaques aériennes. Le chantier est mené à une cadence effrénée et dans une grande violence. Les 4 tours sont opérationnelles en février 1942. Il aura fallu au total 2 ans et 29 bétonnières pour couler des bunkers qu'aucune bombe ennemie ne pourra détruire. Pour les dissimuler et se prévenir des bombardements britanniques, les nazis les camouflent sous des filets et vont même jusqu'à implanter des forêts artificielles autour des casemates. À proximité des batteries, 400 militaires vivent dans des bunkers avec dortoirs, casernes et même un hôpital pour abriter les unités en alerte. À la même époque, de l'autre côté du détroit en Grande-Bretagne, la situation est dramatique. Churchill a été nommé Premier ministre en mai 1940. Plus déterminé que jamais, il veut continuer la guerre. Dans ce duel avec Hitler, le port de Douvres devient éminemment stratégique, car il peut être la première zone d'invasion nazie. Defense of the coast prior to the Second World War. La défense de la côte était, avant la Seconde Guerre mondiale, moins importante, puisque nous étions alliés avec la France. Nous n'imaginions pas avoir un ennemi de l'autre côté de la Manche. Quand c'est arrivé, même au début de la guerre, on ne s'attendait pas à la défaite de la France, surtout avec la rapidité avec laquelle cela est survenu. Il faut d'urgence avoir une puissance de feu qui maîtrise le détroit. Churchill, ancien ministre de la Marine de guerre, connaît parfaitement l'artillerie de longue portée. Lors d'une visite sur les plateaux dominant les falaises de Douvres, il constate qu'aucune batterie lourde n'est opérationnelle. Le temps presse, car les Allemands progressent dans la construction de leur chantier. Pour répliquer à l'artillerie allemande, Churchill fait construire les premières batteries fixes, telles que la batterie Winnie. Dès l'été 1940, ces premiers obus de 350 mm peuvent bombarder Calais. En attendant la fin de la construction des batteries, Churchill fait installer d'urgence de vieux canons sur rail datant de la Première Guerre mondiale. Le premier à être actif sur le plateau de Douvres sera appelé le Boschbuster. Il tire des obus de 457 mm, pesant 1 tonne, et pour une portée de 20 km. Il est destiné à stopper toute invasion allemande par la mer. Mais son utilisation est plutôt limitée, car son système de pointage est médiocre. 3 autres canons sur rail viendront le soutenir. Le Gladiator, le Peacemaker et le Sinshifter. Entre 2 bombardements, ils sont dissimulés dans des tunnels ferroviaires pour être protégés des raids aériens allemands. Au début du conflit, le Royaume-Uni ne peut compter que sur 22 divisions d'infanterie incomplètes et une seule division blindée. Or, Churchill sait que son redoutable ennemi Hitler peut envahir les îles britanniques à tout moment. Il décide alors de constituer en toute urgence la Home Guard, composée d'1,5 million de civils. L'idée est d'assurer la défense des côtes de la nation. Été 1940, dans la région de Douvres, près de la ville de Saint-Margaret. C'est là, dans cette zone de champs cultivés, que seront enfin installées les 2 premières batteries de canons transmanche. Les Britanniques les baptisent Winnie et Pooh. Churchill entreprend des recherches aux États-Unis pour trouver des canons. Mais l'Amérique est encore neutre et ne produit que quelques tubes pour sa marine. C'est grâce aux réserves du cuirassier King George V, qui renferme quelques pièces d'artillerie, qu'il trouve la solution pour équiper ses batteries. Les ingénieurs d'armement Vickers se mettent dès lors aussitôt au travail. Les canons qui ont été trouvés étaient constitués pour la plupart seulement d'un tube. Ils avaient besoin d'avoir un socle, et c'était donc un vrai problème d'ingénierie auquel ils ont été confrontés. Ils ont donc rencontré l'industriel en armement Vickers et lui ont demandé de fabriquer des socles. Et pour la plupart, ce furent des supports d'artillerie ferroviaire qu'ils adaptèrent. Au moment où les batteries furent installées, on avait réussi à gagner globalement le contrôle du ciel.
command of the air. Donc les batteries allemandes avaient du mal à localiser les canons britanniques. Ils ne pouvaient pas envoyer d'avions de reconnaissance. Nous n'avons pas construit de bunkers comme les Allemands car nous avions besoin que ces canons soient opérationnels immédiatement. Les militaires et les ingénieurs de l'industriel Vickers réalisent un exploit technique. En moins de 3 mois, la batterie Winnie est opérationnelle. Mais le tube est fragile et doit être changé tous les 50 tirs. Très vite, la décision s'impose d'installer de nouveaux canons Vickers plus puissants. Au sud de Saint-Margaret, sur le plateau de Douvres, ils tireront des obus de 381 mm sous tourelle. De nouveaux canons au nom de code Jane et Clem vont les compléter. Objectif, tirer avec plus de précision sur les navires nazis et être capable d'atteindre le port de Calais à 35 km. Il faudra cependant attendre 1942 pour que les 2 nouveaux tubes Jane et Clem ne soient pleinement opérationnels. En 2 ans, les Britanniques implantent au total sur le plateau de Douvres 4 canons construits sur le même principe. Mais en face, sur la côte française, les Allemands, avec leurs 14 tubes en action, ont une puissance de feu et de pointage bien supérieure à celle des Britanniques. Été 1940. En Allemagne, Hitler n'a qu'une préoccupation, envahir au plus vite l'Angleterre avant d'attaquer l'URSS. Comme à son habitude, il se rend dans sa résidence du Berghof en Bavière afin de réfléchir à la stratégie à mener. Il convoque en urgence le Feldmaréchal Göring, commandant de la Luftwaffe, qui rassure le Führer. Les nazis ont une supériorité numérique de 1000 chasseurs sur les Britanniques. Hitler est certain de maîtriser l'espace aérien au-dessus du détroit du Pas-de-Calais. Il peut donc lancer son opération. Quelques jours plus tard, va débuter la bataille d'Angleterre. Hitler a des buts très précis. C'est un esprit très clair, hein. Il est fou mais il est intelligent. Il ne sait pas où placer l'Angleterre dans ce plan. Il ne sait pas. Alors, il ne sait pas pour plusieurs raisons. Dans sa théorie raciste, les Britanniques sont des Ariens aussi, sont presque les égaux des Allemands. Pourquoi pas discuter avec eux? Cela étant, après la défaite de la France, il se dit, avec l'opération Lion de mer, on va peut-être pouvoir envahir l'Angleterre. Pour préparer cette gigantesque invasion nazie baptisée Opération Lion de mer, Hitler a besoin de maîtriser complètement ses défenses sur les côtes françaises. Mais au cours de l'été 1940, les batteries géantes ne sont pas encore opérationnelles. Le Führer fait donc installer en toute urgence, entre Calais et Boulogne, 6 nouveaux canons K5 sur rail très modernes, pouvant envoyer des obus de 280 mm à une cadence de 6 coups par heure, avec une portée alors inégalée de plus de 60 km. Ces canons allemands surpassent largement les batteries britanniques limitées à 30 km. Pour les nazis, les K5 ont tous les avantages. Ils peuvent être mis en œuvre très rapidement et atteindre sans difficulté le détroit et les défenses côtières dans le Kent. Hitler désigne le commandant en chef de la Kriegsmarine, l'amiral Raeder, afin de mener l'opération. Pour débarquer en Angleterre, il faut des chalands afin de transporter 100 000 hommes et 3 divisions blindées. N'ayant pas ce matériel, le Führer fait réquisitionner dans toute l'Europe conquise des péniches qui doivent être modifiées. Pour cela, on découpe les proues afin d'en faire des engins de débarquement. Les ingénieurs du constructeur d'aviation Heinkel proposent des barges propulsées par des moteurs d'avion. Pour contrer la redoutable Royal Air Force, les nazis conçoivent des barges armées de 4 batteries de DCA, ainsi que des embarcations d'assaut équipées de canons anti-aériens. Des plateformes flottantes sont réalisées pour transporter l'infanterie. Tout type de véhicules pourront débarquer. Enfin, parmi bien d'autres prototypes, cet étrange bateau, capable de transporter une chenillette équipée d'un canon anti-char. Avec de tels engins, le débarquement doit impérativement se dérouler par temps calme. Parallèlement à la préparation de l'opération Lion de mer, Hitler ordonne à Göring de lancer une attaque aérienne. Elle a pour but d'appuyer l'offensive maritime.
Ainsi va débuter la bataille d'Angleterre. Pendant un mois, jusqu'au 7 septembre, la Luftwaffe et la Royal Air Force mènent un combat acharné au-dessus du Channel et des côtes du Kent. 2500 pilotes nazis vont trouver la mort et 2600 avions seront détruits. La Royal Air Force, renforcée par des pilotes alliés, ne va perdre, elle, que 417 pilotes. Churchill, admiratif, déclare « Jamais dans l'histoire des conflits, tant de gens n'ont dû autant à si peu. » Malgré le soutien de toutes ces batteries transmanches qui tirent sans interruption en direction des côtes du Kent, les Spitfire se sont imposés dans les airs. Quel avion était meilleur, la Hurricane ou la Spitfire ou la Messerschmitt 109? Galland, qui était le chef du Jagdgeschwader 26, qui était stationné dans la Manche, Göring lui rend visite et à la fin de sa visite, Göring lui pose la question « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Et Galland répond, c'est écrit dans ses mémoires, « J'aimerais bien être équipé avec les Spitfire. » Cette bataille au-dessus du détroit révèle la supériorité aérienne des Britanniques. Hitler n'a pas la maîtrise des airs. De plus, la Kriegsmarine vient de connaître des défaites en Norvège. L'amiral Raeder déconseille à Hitler de poursuivre l'opération Lion de mer. Avec l'arrivée de l'automne, les tempêtes s'annoncent par ailleurs violentes sur le Channel. L'opération est donc ajournée. Hitler comprend que ses ennemis, Winston Churchill et le peuple britannique, sont plus redoutables que prévu et qu'ils lutteront jusqu'à la victoire. Un premier grand échec qui n'est pas très grave pour lui, puisque bon, on a échoué, on n'enverrait pas l'Angleterre, mais bon, on va passer au but ultime, en décembre 40. Fin 40, il décide donc d'arrêter l'opération Lion de mer. On ne va pas envahir l'Angleterre, mais on passe au but principal, c'est l'attaque du URSS, et le plan Barbarossa est mis au point à partir de décembre 40 et exécuté 6 mois plus tard. Boulogne-sur-Mer, le tunnel de l'Ave Maria existe toujours. C'est ici que le train d'Hitler s'est camouflé pendant la nuit du 23 décembre 1940. Après la déroute de la conquête d'Angleterre, Hitler veut s'assurer par lui-même que les batteries géantes du Pas-de-Calais seront opérationnelles avant de lancer l'invasion de l'URSS. Il faut donc absolument augmenter la puissance de feu. La veille de Noël, ses officiers lui présentent d'abord la nouveauté qui va renforcer les moyens offensifs. Le canon sur rail K12. Il peut pivoter sur une plateforme mobile. Plus performant que le K5 et également produit par les usines Krupp, il tire des obus de 300 kg à 100 km à l'intérieur du territoire anglais. La force de l'armée allemande s'impose toujours plus. Le Führer visite également le poste de tir de la batterie Grosser Kurfürst, ainsi que les installations de l'une des 4 tours géantes de la batterie Todt. Hitler est satisfait. La puissance allemande semble imbattable. Son vieil ennemi Winston Churchill n'aura jamais la puissance de feu pour détruire ces monstres de béton et d'acier. Décembre 1941, un an plus tard, de l'autre côté du globe, un autre conflit éclate. C'est une date capitale de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement impérial japonais déclare la guerre sans préavis en attaquant Pearl Harbor. L'Amérique entre dans le conflit qui devient alors mondial. 10 jours plus tard, Hitler déclare à son tour la guerre aux États-Unis. Désormais, les nazis doivent lutter sur 2 fronts. La défense des côtes du Pas-de-Calais devient encore plus stratégique pour le Führer. En septembre 1941, les 4 grosses batteries transmanches sont enfin toutes opérationnelles. Leurs 14 tubes bombardent régulièrement les côtes britanniques et le détroit. Chacune de ces batteries fonctionne sur le même principe. Les 50 hommes d'équipage de la Kriegsmarine de chaque tour vivent au même rythme horaire que sur un cuirassé. Comme sur un bateau. D'ailleurs, la pièce est d'origine marine. Elle a été empruntée aux pièces qui devaient normalement être mises sur cuirassé et qui vont être adaptées pour être une utilisation terrestre. On vit au rythme des carrés, effectivement, comme sur un navire. C'est un navire en béton, en fait. Une batterie transmanche est composée de 3 zones distinctes. Dans un bunker, au sous-sol, sont implantés le groupe électrogène, les filtres à air
et la zone de vie pour un équipage de 50 hommes. Au rez-de-chaussée sont installées les soutes à munitions pouvant accueillir 100 obus et des charges explosives permettant à la pièce d'artillerie d'être alimentée toutes les 5 minutes. Enfin, attenant, dans l'immense bunker circulaire, se trouve la tourelle, pesant 400 tonnes, et le canon de 380 mm pouvant tirer 3 obus de puissances différentes. Les obus, au moment où on remplit les soutes, de l'extérieur, on vient avec un palan monorail en plafond et on remplit les 2 soutes. Une est consacrée aux obus, l'autre est consacrée aux charges. Et on voit qu'on a 2 ouvertures ici. Au moment du tir, il faut approvisionner. On vient chercher l'obus qui a été choisi par l'officier canonnier et toujours en suivant ce palan, on l'amène devant la fenêtre. On est toujours fermé, il y a toujours un sas entre les soutes et la partie casemate. On ouvre le sas, on passe la charge et l'obus sur des petits wagonnets. Ces petits wagonnets circulent sur un décoville. Les petits chariots vont venir se mettre derrière la tourelle, basculer les obus d'une part et les charges au pied de l'ascenseur, et cet ascenseur va monter l'ensemble dans la chambre de tir, sous la tourelle à ce moment-là. Il faut évidemment redresser et remettre à la fois l'obus et les charges à la bonne direction. Au total, les 4 tubes de la batterie Todd tirèrent 495 obus en 4 années de guerre. Selon les objectifs, cela s'échelonnait de 1 par mois à 16 par jour pour des tirs de représailles sur Douvres. Certains types d'obus pouvaient atteindre 47 km, de jour comme de nuit. Sur de très gros calibres, on use énormément. Les durées de vie sont, relativement courtes. Le constructeur donne environ entre 180 et 210 coups. Ça oblige ensuite à tenir compte de cette usure, ce qui va compliquer les choses. Parce que plus on va user le tube, et plus ça va compliquer les calculs de tir par la suite. Fritz Todt, le père de ces batteries, a réussi l'exploit en moins de 2 ans d'édifier sur toute la côte atlantique française du Pas-de-Calais ses ouvrages monumentaux. Mais le 8 février 1942, il est victime d'un accident d'avion dont les causes restent mystérieuses. Todt a été chargé de la mise en œuvre de la politique de fabrication des armements et des munitions. Et cet homme est aussi quelqu'un qui a une très grande connaissance des États-Unis. Et donc, lorsqu'il comprend, en décembre 1941, que 2 choses se produisent simultanément, d'abord l'échec de l'armée allemande devant Moscou, et d'autre part l'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor, il a compris que stratégiquement l'Allemagne nazie allait perdre. Donc Todt devient un personnage qui, dans l'entourage d'Hitler, préconise un changement d'orientation, préconise l'arrêt de la guerre contre les alliés occidentaux de façon à concentrer l'effort de guerre sur la Russie. Et selon toute vraisemblance, même si jamais une preuve formelle n'en sera apportée, l'accident d'avion dont il est victime au mois de février 1942 n'avait pas que des causes techniques. À Berlin, Hitler organise des funérailles nationales, aux côtés des filles de Fritz Todt qu'il réconforte. Le 10 février 1942, au Cap Grinet, le Führer décide de rebaptiser en sa mémoire l'une des 4 batteries du Pas-de-Calais. Désormais, ces 4 tours porteront le nom de Todt. La cérémonie, présidée par l'amiral von Fischl, se déroule par un froid glacial. Le drapeau de l'organisation Todt est en berne. Dès le lendemain, le détroit du Pas-de-Calais est à nouveau le théâtre d'un épisode militaire périlleux pour Hitler. Un croiseur lourd et 2 croiseurs de bataille sont exposés à une attaque dans le port de Brest. Hitler a besoin de ces navires car il craint une invasion en Norvège. Le 11 février 1942, le Führer décide de rapatrier de jour ces 3 navires de guerre par le détroit du Pas-de-Calais. Ils sont accompagnés d'une escorte et protégés par une puissante couverture de la Luftwaffe. C'est l'opération Cerberus. Les 3 navires, à toute vapeur, longent les côtes françaises en étant protégés par 27 tirs d'obus des batteries géantes nazies.
Les Britanniques, après de multiples défaillances et un brouillage de leur radar, lancent l'alerte, mais trop tardivement. Long-range artillery, as a result, was told to hold off. On a demandé à l'artillerie lourde de ne pas tirer, Engaged our own units. car nos troupes étaient engagées. And the risk was that we would hit our own vessels and aircraft. Les tirs des batteries Winnie et Pooh sont inefficaces. There was a difficulty using Winnie and Pooh. On avait des difficultés à utiliser Winnie et Pooh face à des cibles mouvantes. By their very nature, De par leur nature, ces canons avaient une cadence de feu très faible. their rate of fire was very slow. Donc, tirer sur des cibles navales mouvantes était très compliqué. It was really quite difficult. The guns Les canons n'ont reçu l'autorisation de tirer que lorsque les cibles étaient hors de portée. L'escadre est déjà en mer du Nord lorsque le croiseur de bataille Scharnhorst de 38 000 tonnes heurte deux mines. Il doit être immobilisé pendant 3 mois dans le port allemand de Wilhelmshaven. Les deux autres sont indemnes. Désormais, Hitler n'a plus aucun navire lourd en Atlantique Nord. Que reste-t-il aujourd'hui des 4 énormes batteries transmanches construites par les Allemands? Seules les tours Bunker Todt sont encore présentes sur le plateau du Cap Griné. En 1945, les nazis laissent l'armement intact. Les Français souhaitent alors échanger les canons de 380 mm avec les Norvégiens qui possèdent les tubes d'artillerie du cuirassé français Jean Bart. Mais cette opération échoue. Les tourelles et les pièces restantes sont quant à elles découpées et ferraillées. Un restaurateur, Claude Davis, amateur d'histoire et de fortification, a racheté dans les années 70 l'une des tours de la batterie Todt afin d'en faire un musée. Les 3 autres ouvrages ont été détruits ou abandonnés. C'est l'un des rares témoignages de cette page d'histoire encore visible sur la côte du Pas-de-Calais. Parmi les 3000 objets présentés dans le musée, ce buste de Fritz Todt. Il a été offert en 1988 à Claude Davis, fondateur du musée, par les 2 filles de l'ingénieur. Sophie Davis, la directrice du musée, évoque cet épisode. Ce buste nous a été offert par les filles Todt. On a reçu un courrier un jour nous disant qu'elles étaient venues visiter le musée et qu'elles allaient nous offrir le buste de leur père. Elles nous ont offert le buste de Fritz Todt qui a créé les plans de la batterie Todt. On a recréé des scènes de vie, les gens peuvent découvrir vraiment la construction d'un blocos, son fonctionnement et la vie des soldats à l'intérieur. C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas avoir cette tourelle, mais il faut quand même se dire que après la guerre, il n'y avait plus rien. Il fallait reconstruire la France. Si on avait cette pièce, ça serait unique. Claude Davis a réussi à préserver l'un des 2 seuls canons allemands K5 survivants. Il est présenté sur le site de la batterie Todt. Les nazis protégeaient ces canons sur rail par des abris bétonnés, les Dome Bunkers. 3 ont été construits sur le littoral. Celui proche de la ville de Calais, dernier vestige de cette histoire, après avoir été utilisé par un constructeur automobile, est aujourd'hui désaffecté. À environ 2 km de la batterie Todt construite sur le Cap Griné est implantée la batterie Grosser Kurfürst, armée de 4 tubes de 280 mm. Acheminés par un système sur rail, les obus alimentaient les canons à un rythme cadencé. Grâce à de puissants moteurs électriques, les tourelles pouvaient se mouvoir à 360 degrés. Cet ouvrage est le seul de cette conception. Ici, par conséquent, c'était la batterie Grosser Kurfürst, c'est-à-dire batterie du grand électeur. Tous les bunkers qui sont là ont été construits dans des terrains qui étaient cultivés, partout, batterie Todt également. Et donc il a fallu, les Allemands ont décidé de camoufler, de masquer un peu leur forteresse bétonnée. Donc ils sont allés chercher des arbres de haute tige dans les forêts de Boulogne, d'Éperlec près de Saint-Omer, en prélevant de grosses mottes de terre pour faciliter la reprise. C'est une forêt donc artificielle, disons.
Le plateau du Cap Griné est le point le plus proche de l'Angleterre. À seulement 30 km, c'est le lieu le plus stratégique. Il rassemblait 2 des 4 batteries géantes. Aussi, durant la guerre et lors de la libération, d'innombrables bombardements transformèrent les prairies en sites lunaires. Il y a une zone, maintenant ce sont des pâturages, qui n'a pas été jugée utile de déminer tellement il y avait de mines, de trous de bombes. Ce qui veut dire, par conséquent, que les mines sont toujours là et que la remise en culture de ce secteur s'avérerait très dangereux. Sur le Cap Griné, à proximité des fortifications édifiées par les nazis, les postes de tir. Ils transmettaient les coordonnées de mise à feu aux tourelles. Le PC de tir de la batterie Grosser-Kurfürst, installé à environ 1 km des 4 tourelles, a été miraculeusement conservé. Aujourd'hui, il supporte un radar de contrôle maritime. À l'époque, les officiers identifiaient les cibles et calculaient les coordonnées de tir afin de les envoyer au chef de batterie. Tout à fait à l'avant, on a ce qu'on appelle une colonne d'acquisition, acquisition d'objectifs. Il faut d'abord choisir son objectif. Ça, c'est l'officier de tir qui va choisir une cible plutôt qu'une autre, parce qu'évidemment, il connaît la valeur de la cible, la valeur potentielle de la cible, et il a 2 auxiliaires. Ces informations, électriquement, sont transmises automatiquement à la tourelle télémétrique qui est au-dessus. Il faut imaginer un gros casque, mais qui fait 5 mètres de diamètre, qui est traversé par un télémètre, et là, il y a 5 personnes. Qui dit télémétrie, dit mesure de distance déjà plus précise. Le résultat, ça va être le calcul en site, le type de charge qu'il va falloir mettre, et puis l'azimut surtout, ce qui est très important. Tout se joue, c'est une course de vitesse. Au fur et à mesure que les casemates sont prêtes, on engage 1 ou 4 casemates, ça c'est l'officier qui décide. Afin de tirer sur 360 degrés, la batterie Grosser-Kurfürst n'est pas équipée de casemates. Elle envoie des obus jusqu'à 39 km. Si on compte les gens qu'on a vus à l'optique, c'est-à-dire 3, plus 5, 8, plus 2 à la radio, plus 2 téléphone, pratiquement une petite vingtaine de personnes. Maintenant, tout ce qui était calculé dans ces appareils-là, on pourrait le résumer en un simple petit portable. Le 19 août 1942, le gouvernement britannique décide avec l'armée canadienne de tenter une invasion par la mer à Dieppe, alors faiblement défendue. Aucune batterie allemande ne peut en effet atteindre cette zone. 8000 hommes, quelques escorteurs et des chars lourds débarquent sur une plage de galets. Les Alliés font cependant face à une défense nazie redoutable qui écrase les troupes anglo-canadiennes. Pourquoi ce débarquement anglo-canadien du 19 août 1942 ? Il faut bien comprendre que Staline, depuis le début, réclame un second front. Et que Roosevelt n'est pas du tout disposé à faire un second front. Je crois qu'il y avait aussi cette idée de faire un test, de tester les défenses atlantiques, de la Manche et de l'Atlantique, et attaquer un port, parce qu'effectivement les ports étaient les plus fortifiés. Bon, ça a été un désastre. Ce test, c'est Montgomery qui l'a dit, on a beaucoup appris de Dieppe. Mais il ajoute tout de suite, c'était quand même cher payé quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts canadiens surtout. À savoir que c'est pas un port qu'il faut attaquer, c'est les plages. Le débarquement à Dieppe, pour les Allemands, c'était une surprise. Et là, une opération sur la côte, ça montre la vulnérabilité des arrières, entre guillemets, du Reich. Hitler s'attend alors à de nouvelles tentatives d'invasion. Le front de l'Ouest est en effet encore vulnérable et doit être immédiatement renforcé. Le Führer ordonne la construction d'un véritable mur de défense pour parer toute invasion maritime. Ce mur de 5000 km devra s'étendre depuis les côtes de la Norvège jusqu'aux Pyrénées. Ce sera le mur de l'Atlantique. 15 000 nouveaux bunkers seront construits. De nouveau, les côtes du Pas-de-Calais se couvrent de chantiers. Au total, 13 millions de mètres cubes de béton vont être coulés afin de construire ce mur. À partir de novembre 1943, et devant l'ampleur du chantier, le Führer nomme le maréchal Erwin Rommel, inspecteur des fortifications. Rommel exige le renforcement des défenses et impose une discipline de fer afin que les côtes deviennent une véritable forteresse. Le maréchal inspecte également les batteries transmanche. Il faut défendre ses arrières pour peut-être encore tenir 1 an de plus. Fin 1941, on entend la première fois un mot dans un discours d'Hitler qui va avoir beaucoup d'importance à l'Atlantic Wall, le mur de l'Atlantique.
Pour ce faire, différentes structures de défense sont installées sur notre littoral, notamment entre Boulogne et Calais. Tous ces points de défense, qu'on appelle en fait des points d'appui, il y a des points d'appui légers et des points d'appui lourds, sont verrouillés par des barbelés, sont verrouillés en fait par des fossés anti-chars. Le mur atlantique qui va entre la Gascogne et la Norvège a été fortifié grosso modo à 40% à la fin de la guerre. Sauf entre Boulogne et Calais, où là on est à 70%. Ce qui signifie qu'en fait, entre Boulogne et Calais, on est vraiment sur le point de fortification le plus important et là où les efforts ont été les plus massifs. À la défense du mur de l'Atlantique étaient associés dans le Pas-de-Calais des forces aériennes. Plus de 200 chasseurs sont répartis sur des terrains proches des côtes. 80 radars de tout type assuraient la veille et l'assistance au tir des batteries. Boulogne-sur-Mer, août 1942. Hitler ordonne que tous les ports stratégiques entre la mer du Nord et l'entrée du Pas-de-Calais soient transformés en forteresses. Ces ports stratégiques doivent être défendus sur leur façade maritime et contre toute attaque venant des terres. Les Allemands installent des armements modernes dans les forts du 19e siècle. Au sud, celui du Cap d'Alprech et au nord, le fort de la Crèche qui encadre Boulogne. À l'arrière, sur un rayon de 30 km, une ceinture très importante de défense aérienne et d'artillerie est installée. Le port-forteresse de Boulogne est placé sous les ordres du redoutable nazi, le général Heim. Laissé longtemps à l'abandon, des passionnés ont décidé de restaurer le fort de la Crèche au nord de Boulogne. Alors on ne connaît pas exactement le nombre d'occupants dans le fort, mais on sait que leur blocos casernement, comme on peut voir là derrière, il y avait 40 à 50 bonhommes par casernement. Il y en avait 4, donc 4 fois 40 à 50. Le type de bunker allemand qu'on a l'habitude de voir, construit avec des redans, ce qu'on appelle des redans, pour essayer de limiter les dégâts occasionnés par le choc d'un obus. Un obus sur du béton, ça va faire des éclats de béton. Donc quand ils pouvaient, les plafonds en escalier renversés comme ça, et on le voit bien à la batterie TOT là-bas, étaient recouverts d'acier. L'acier absorbait l'obus et évitait de faire des éclats de béton. Les Allemands qui s'imaginaient toujours que le débarquement aurait lieu ici, ils ont truffé les plages d'obstacles, les fameux hérissons tchèques, les portes belges ou éléments cointés qui existaient encore déjà sur la plage de Wimereux par exemple en 1946. On voit les premiers estivants qui reviennent et il y a encore des obstacles sur la plage. Par sa position stratégique à l'entrée du détroit, Boulogne était un important port de S-boat. Ces vedettes, lance-torpilles, partaient chasser en meute à plus de 70 km/h les navires britanniques dans la Manche. Cette flottille de vedettes complétait le système de défense nazi dans le Channel. Une importante base navale bunkérisée implantée dans le port de Boulogne abritait environ une demi-douzaine de S-boats et de sous-marins de poche. Aujourd'hui, il ne reste plus que le blocos-usine où étaient assemblées les torpilles. Ce vestige, seul survivant de cette époque avec les tours de la batterie TOT, serait menacé de destruction. Alors qu'Hitler est obsédé par la construction du mur de l'Atlantique, que se passe-t-il en Grande-Bretagne? Les Britanniques ne sont plus isolés. Les Américains ravitaillent la population et les GI commencent à s'implanter en vue du prochain débarquement. Churchill est très populaire et se bat sur tous les fronts. À Douvres, cependant, la situation est tendue. Les populations sont bombardées régulièrement par les batteries nazies. On dénombre plus de 3500 impacts.
Je sais à quel point la situation a été terrible à Douvres. Cela a été si terrible qu'à une époque, à chaque fois que les canons anglais tiraient vers la France, les Allemands répliquaient sur Douvres. Les autorités militaires britanniques décidèrent que chaque fois qu'il y aurait des tirs en direction de la France, ils devraient informer la population 15 minutes avant le feu, afin que les habitants puissent se réfugier dans les abris avant la réplique allemande. Douvres est la ville la plus proche des côtes françaises. Cette position géographique lui a coûté très cher. 80% des habitations furent en effet détruites par les bombardements. La majorité des enfants fut évacuée, mais les habitants, animés d'un esprit de résistance remarquable, restèrent pour combattre. Les batteries ferroviaires nazies tirent de jour comme de nuit sur Douvres. La cité est quasiment détruite. La population civile était utile aux troupes afin de les approvisionner en nourriture. Elle demeura sur place. Les militaires n'ont pas cherché à les évacuer. Cependant, il y avait un plan d'évacuation en cas d'invasion. Ce plan pouvait être mis en œuvre à tout moment. Les habitants avaient été informés, ils étaient prêts à partir, mais ce plan n'a jamais été appliqué, car les Allemands ne sont pas venus. Pendant 4 ans, la population de Douvres fut terrorisée par les bombardements nazis. Depuis des siècles, Douvres a toujours su qu'elle serait la première victime d'une invasion étrangère, qu'elle soit française ou allemande. Pour protéger les troupes et les populations, de nombreux souterrains ont été creusés dans le calcaire. Par exemple, derrière cette devanture d'un magasin de quincaillerie, nous avons découvert un univers insoupçonné. Mark Hodgson, lorsqu'il achète cette quincaillerie, découvre un labyrinthe de galeries qui a servi d'abri aux populations de Douvres ainsi qu'aux militaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que ces souterrains remontent à l'époque napoléonienne. Ils servaient de caserne en cas d'urgence pour les soldats. Je pense qu'ici, c'était un abri d'intervention d'urgence. Il y a un vrai labyrinthe de tunnels au-dessous de Douvres. Un jour, un vieux monsieur est venu, il s'est rappelé être venu ici et que l'accès était quelque part au milieu de la ville. Des milliers d'habitants et de militaires se réfugièrent dans ces souterrains équipés de cuisines et de latrines pendant 4 ans. Il ne sera dénombré que 500 morts. Les obus de 800 kg des batteries nazies ne purent jamais percer les 50 mètres de calcaire qui protégeaient ce labyrinthe. Du côté britannique, quelques vestiges des 4 batteries transmanche subsistent encore. C'est sur le plateau proche de la ville de Saint-Margaret que l'on découvre quelques bâtiments témoignant de l'activité du canon Clem. Non loin, les ruines également de l'installation du canon Jane. Le local où fonctionnait le groupe électrogène est envahi par la nature. Les 2 soutes à munitions recouvertes de terre paraissent intactes. Elles furent édifiées en réponse à l'explosion d'un obus allemand tiré en novembre 1942. Il détruisit les stocks de munitions de la batterie Pou, implantée à quelques kilomètres sur le plateau. Cette soute était construite sans protection suffisante. Par la suite, les nouvelles réserves d'obus furent protégées d'une importante épaisseur de terre. Aucun canon n'a été conservé. Début 1944, dans le Pas-de-Calais, les Allemands ont rassemblé 10 divisions, soit environ 300 000 hommes. Le Führer redoute une invasion sur les côtes du Pas-de-Calais. À cette époque, les décisions militaires d'Hitler sur tous les fronts sont catastrophiques. Malade, atteint de la maladie de Parkinson, drogué, le Führer n'écoute pas les recommandations du maréchal Rommel, qui redoute une invasion en Normandie,
le maillon faible des fortifications nazies sur les côtes françaises. Le 6 juin 1944, à l'aube, les Alliés débarquent en Normandie. C'est l'opération Overlord. Les ouvrages du mur de l'Atlantique ne vont pas résister. Rommel n'a pas eu le temps de totalement fortifier les côtes normandes. Début septembre 1944, le maréchal Montgomery ordonne aux divisions canadiennes de libérer les ports de Boulogne et de Calais. Afin de réduire au silence les canons géants, la Royal Air Force procède à des bombardements intensifs. Les canons de la batterie Lindemann, proche de Calais, sont la cible principale, car parmi les plus dangereux pour Douvres. 5600 bombes sont déversées sur la batterie qui continue de tirer et vide ses soutes sur la région du Kent. Sur les côtes britanniques, les canons transmanche entrent en action par des tirs soutenus et incessants dès l'attaque canadienne. Le port de Calais sera détruit à 80%. À la suite de l'échec d'une première attaque, les Canadiens vont isoler pendant 7 jours les 4 tours de la batterie Lindemann. Les équipages de la batterie Todd se sont déjà rendus. Le commandant de la batterie Lindemann, proche de Calais, finit par hisser le drapeau blanc. Les nazis déclarent forfait. Aucun canon n'a été saboté. Un seul tube a éclaté à la suite d'un incident de tir. It's not possible to predict. On ne peut pas vraiment dire si les tirs d'artillerie depuis Douvres ont écourté la guerre, mais ils ont certainement aidé pour l'attaque de 1944 de Calais et de Boulogne. Et donc, leur soutien a permis de détourner les tirs des batteries allemandes. Donc oui, elles ont joué un grand rôle. Dans le combat pour la maîtrise du Channel, c'est Winston Churchill qui triomphe de ce duel épique. En 1945, l'Angleterre est exsangue mais victorieuse. Les côtes du Pas-de-Calais restent marquées à jamais des stigmates de la guerre, comme en témoignent les centaines de cratères de bombes autour des ruines des batteries. De Boulogne à Calais, ce paysage bétonné, éventré, garde la mémoire de ce duel terrible. Mais demeure surtout le témoin de la folie d'Hitler qui rêvait par des moyens diaboliques d'imposer sa domination sur l'Europe. Aujourd'hui, la Manche est de nouveau calme, mais de part et d'autre, on se souviendra toujours de ce combat intense pour la liberté.